suis pas dans les domaines dont on va parler essentiellement ici. Je ne suis ni biologiste, ni physicienne, ni chimiste, ni quoi que ce soit d'un peu sérieux, contrairement aux deux autres participants. C'est difficile le dernier jour des Utopias, là on a l'élocution un peu moins fluide. Donc, est-ce qu'il y a une révolution ? Je dirais, mon premier point de vue, c'est que je ne crois pas qu'il y ait vraiment de révolution. Je crois qu'on examine actuellement des aspects du monde qu'on n'avait pas encore regardés et à d'autres échelles, sous d'autres angles. À part à de rares exceptions près, j'ai quand même l'impression que globalement, la science évolue non pas par révolution, mais par des théories qui englobent celles qui existaient jusqu'à maintenant, avec des modèles plus puissants, mais je ne sais pas si c'est vraiment des révolutions, au sens où, à partir du moment où on a bien conscience qu'on n'est pas en train d'essayer de découvrir les vraies lois naturelles du monde et comment ça marche, il n'y a plus de révolution possible au moment où on change de théorie. Ce serait très perturbant d'ailleurs si la science se contentait d'expliquer ce qu'est exactement le monde. Parce qu'au moment où on changerait de théorie, ça voudrait dire que le monde est en train de changer de nature, ou alors qu'on n'avait pas fait de science auparavant. Donc, si on admet l'idée que la science se donne pour objectif d'avoir des modèles qui sont suffisamment satisfaisants pour rendre compte d'une partie de ce qui se passe dans le vrai monde, on peut assez facilement changer de théorie pour en adopter une plus puissante et ne pas ressentir la violence de ce que serait une révolution au sens historique du terme. Alors, Estelle Blanquet, vous aussi, c'est votre position de dire qu'il n'y a pas de révolution ? Alors, bon, je pense en physique, mais ça c'est Jean-Marc qui nous en parlera le mieux. On est encore en train de digérer les révolutions du siècle dernier qui sont la mécanique quantique et la relativité générale. J'ai envie de rebondir sur ce que disait Sylvie, effectivement, quand elle dit que si on est prêt, si on a compris que la science fait des représentations du monde et réfléchit sur des représentations du monde et pas sur le monde lui-même, effectivement, un changement n'est jamais un traumatisme. Mais le problème, c'est que souvent, en tout cas beaucoup d'entre nous, restent convaincus que la science dit le vrai et que les scientifiques ont démontré une bonne fois pour toutes un certain nombre de choses. Et là, j'ai envie de dire, c'est là où moi je me positionne. Moi, je suis formatrice d'enseignants. Et donc, c'est dans un site de primaire, hein, donc ça veut dire qu'ils vont avoir des petits en face d'eux. Et puis, souvent, ce sont des jeunes qui sont issus de formations littéraires plutôt que scientifiques. Et il y a une certaine auréole autour du scientifique qui est celui qui sait. Et une partie de mon travail avec eux est justement de leur faire comprendre qu'essentiellement le scientifique est celui qui ne sait pas. Mais qu'en même temps, on a des outils pour investiguer, pour chercher, et que, par exemple, mais ça, j'ai envie de faire parler Jean-Marc là-dessus, donc c'est pour ça que je vais lancer la chose, mais par exemple, la plupart sont convaincus que la Terre tourne autour du Soleil, et c'est un fait pour eux, la Terre tourne autour du Soleil. Et celui qui irait dire que le Soleil tourne autour de la Terre est ou un imbécile ou un provocateur. Et à partir de là, on peut jouer avec ces idées et travailler sur l'idée que ce sont des représentations du monde. Et voilà, donc l'idée, effectivement, c'est d'ouvrir l'esprit pour permettre les changements, tout simplement. Bon, alors, revenons peut-être un peu sur la question qu'a posée Sylvie, que commentait Estelle, la question des révolutions scientifiques. Alors, le mot révolution, c'est un mot extrêmement lourd, hein, parce qu'il a toute une connotation politique et historique. Je vais donc plutôt le laisser de côté, utiliser un autre mot qui appartient au vocabulaire de la philosophie des sciences de Bachelard, par exemple, qui parle de rupture. La question c'est, est-ce que dans l'évolution de la pensée scientifique, il y a une évolution continue ou est-ce qu'il y a effectivement des ruptures, des discontinuités, des sauts qualitatifs? Moi je crois que oui, je crois qu'il y a des sauts et ça ne va pas à l'inverse de ce que disait Sylvie parce que
d'une certaine façon, quand il y a un saut, vous vous retrouvez de l'autre côté, mais vous regardez l'endroit d'où vous venez, vous dites, ah bon, bah d'accord, oui, finalement, je comprends de mon nouveau point de vue ce que je croyais comprendre et n'avais pas très bien compris auparavant. Mais il y a quand même un changement brutal qui opère dans la façon de voir le monde. Alors, exemple typique, au début de ce qu'on appelle la révolution scientifique, là pour le coup le mot est adapté parce qu'il joue non pas seulement sur les contenus de la science, mais sur sa façon d'être au début du XVIIe siècle. Passer d'un monde qui est un monde encore aristotélicien, où il y a une différence radicale entre le monde sublunaire, le monde de la Terre, qui est le monde de la corruption, du changement, de la naissance et de la mort, et un monde supralunaire, qui est le monde de l'immuabilité, de la perfection, du changement. Passer de ce monde-là au monde unique, tel que Galilée va montrer qu'il existe, à savoir la Lune, c'est comme la Terre, ce sont des planètes, les autres planètes sont du même ordre, nous vivons tous dans le même monde, les lois de la physique sont les mêmes partout. C'est évidemment un changement de point de vue très brutal et qui va mettre un certain temps à être admis. Évidemment, une fois qu'il sera admis, collectivement, on se dira, oui, ben, pourquoi on pensait des choses aussi naïves autrefois, on voit bien que nos ancêtres se trompaient, etc. Il ne faut pas négliger la brutalité de ces moments de rupture. Par exemple, quand Einstein introduit, après d'autres, il n'est pas tout seul, il introduit une nouvelle conception de l'espace-temps, ou quand les physiciens du début du XXe siècle nous montrent que le monde microscopique, celui des atomes et des molécules, se comporte de façon tout à fait différente du monde des petites billes ou des planètes, c'est quelque chose qui est très difficile à avaler parce que ces concepts, au départ, sont totalement contre-intuitifs. C'est si vrai d'ailleurs, et là je rejoins un peu ce que disait Estelle, c'est si vrai d'ailleurs que des idées qui semblent admises banales aujourd'hui parce qu'on les enseigne aux enfants depuis le plus jeune âge, souvent nous négligeons leur charge de radicalité. La Terre tourne autour du Soleil, bon d'accord, la Terre, mais qu'est-ce qui l'a fait tenir? Sur quoi elle est posée? Bon, sur rien, nous avons tous vu des photos de la Terre toute seule dans l'espace. Mais cette vieille idée d'autrefois que la Terre, pour tenir, devait être posée sur le dos d'une tortue qui est elle-même sur le dos d'un éléphant, etc., etc., elle n'est pas si facile à éradiquer si vous la reprenez au sérieux. Vous dites toujours, mais comment elle fait pour tenir toute seule dans l'espace comme ça? Et il me semble qu'il y a là quelque chose de très intéressant, c'est reprendre des idées scientifiques anciennes et montrer qu'elles sont loin d'être intuitives encore aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire que, effectivement, je crois qu'il y a des discontinuités dans l'histoire de la pensée scientifique. Mais il y a une caractéristique de la période que nous vivons, me semble-t-il, c'est que ces discontinuités, bizarrement, paradoxalement, sont plus difficiles à intégrer qu'elles ne l'étaient autrefois. Alors, je m'explique. Quand vous passez au XVIIe siècle de la vieille conception, disons aristotélicienne, pour simplifier, à la conception de la physique moderne, Galilée, puis Newton, etc., c'est pas si facile d'admettre, par exemple, le principe d'inertie. Le principe d'inertie, vous poussez sur un corps, ben, en principe, il continue tout droit à la même vitesse. C'est totalement contraire à notre expérience usuelle. Si je pose un stylo sur cette table et que je le pousse, il finira par s'arrêter. Donc il faut déjà se débarrasser de cette intuition-là. Mais on y arrive plus ou moins bien parce qu'il s'agit d'objets qui sont des objets qui sont à notre dimension, à notre échelle, que nous savons manipuler, que nous savons toucher. Et nous pouvons, comme le fait Galilée et ses successeurs, faire des expériences qui mettent en évidence ces nouvelles façons de concevoir ces objets. En revanche, quand à partir de la fin du XIXe siècle, on commence à étudier le monde à des échelles et à travers des phénomènes qui ne relèvent pas directement du sensible, un atome, vous ne pouvez pas le toucher, même pas le voir, initialement tout au moins. Un champ électromagnétique, aucun de nos sens, à part la petite fenêtre de la lumière, mais les ondes radio, les ondes de télévision vous traversent sans que vous en ayez la moindre perception. Il faut bien, nous sommes tous complètement baignés d'ondes qui nous traversent sans que nous les percevions. Et donc cette absence de perception
rend effectivement plus difficile la saisie intellectuelle, la saisie conceptuelle des idées. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que effectivement nous sommes encore aujourd'hui en difficulté, je crois, par rapport à l'assimilation d'un certain nombre de découvertes qui ont maintenant plus d'un siècle. Ce qui veut dire que, à certains égards, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais à certains égards, il me semble que la science, en cette fin de 20e, début de 21e, évolue peut-être moins vite, contrairement à ce qu'on dit souvent, qu'elle ne l'a fait, disons, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Moins vite, non pas tant par rapport à ces découvertes. Oui, les biologistes découvrent toujours de nouvelles propriétés des virus, des bactéries, etc. Les physiciens des nouvelles particules, le boson de Higgs que vous avez vu à la une des journaux il n'y a pas si longtemps. Mais est-ce qu'ils apprennent sur le monde, est-ce qu'ils le comprennent? Je n'en suis pas si sûr. Je n'en suis pas si sûr. Et il me semble qu'il y a aujourd'hui, à travers la technicité de la recherche scientifique, technicité double, technicité expérimentale, il faut voir ce que sont les appareils. Je reviens sur le boson de Higgs, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse les photographies de ce qu'est l'accélérateur de LHC à Genève et les appareils de mesure, c'est des trucs gigantesques, un détecteur de particules pour mettre en évidence cette infime poussière de matière. C'est quelque chose qui a 10 mètres de diamètre, 10 mètres de haut et 30 mètres de long, qui pèse des milliers de tonnes. L'accélérateur lui-même, c'est un tunnel, il est dans un tunnel circulaire de 30 km de rayon à 100 mètres sous terre. Donc il y a une technicité absolument incroyable que vous retrouvez d'un autre côté à l'échelle théorique. Les physiciens manipulent des théories mathématiques d'une extrême sophistication. Ils les manipulent avec beaucoup de virtuosité. Est-ce que ça veut dire qu'ils les comprennent? Je n'en suis pas si sûr. Je n'en suis pas si sûr, et moi je suis toujours extrêmement embarrassé quand des profanes me disent « explique-moi ce que c'est que la théorie des cordes ». Moi je ne comprends pas ce que c'est que la théorie des cordes. Je peux suivre un certain nombre de développements formels, d'équations, mais essayer d'expliquer les idées, les concepts, les notions qui sont derrière, ça ne me paraît pas du tout évident. Et donc je pense qu'il y a un vrai problème de la science aujourd'hui qui est passer de ce qu'elle apprend à ce qu'elle comprend. Voilà, je vais essayer de résumer ce que j'ai compris, voir si je me suis complètement trompé dans ce que j'ai compris. J'ai retenu deux idées dans ce que vous disiez. Donc d'une part, qu'effectivement, les scientifiques à l'heure actuelle, ils sont plutôt en train d'essayer d'apprendre, d'essayer d'emmagasiner les informations. Donc peut-être est-ce que c'est justement pour préparer un futur bon, c'est-à-dire se préparer au saut, je sais pas. Moi, je veux bien réagir parce qu'il y a des tas de choses passionnantes. Et ce que j'entends et ce qui me parle dans ce que tu viens de dire, c'est le fait que d'abord, le gros problème, c'est celui de la construction du sens, et qu'il me semble que on est appareillé pour construire du sens par effectivement les récepteurs sensoriels dont on dispose. C'est eux qui rendent possible notre rapport avec le monde, donc c'est par eux sans doute que passe notre construction du sens. Et il me semble qu'actuellement, que ce soit en biologie, en physique, dans pas mal de domaines scientifiques, on est en train de changer d'échelle. Les biologistes travaillent sur l'ADN, les physiciens travaillent sur la physique quantique, et toutes ces approches ont un point commun, c'est que d'habitude la science qui se basait sur l'observation, et c'est ce que Estelle manipule tous les jours, quand elle vous racontera sûrement comment elle fait travailler ses élèves sur des expériences très immédiates et directes et qui parlent tout de suite à l'intuition et au sens. Quand on change d'échelle, on ne peut plus faire d'observation, donc on ne fait plus que des observations complètement construites, abstraites, qui nous sont renvoyées par des technologies très avancées et qui ne nous parlent plus du tout de la même manière. Donc on ne peut plus les construire qu'en fabriquant des abstractions. Et expliquer la théorie des cordes, ça ne peut être qu'expliquer une abstraction par une autre abstraction métaphorique, mais jamais parler immédiatement à ce qui rend possible notre rapport au monde dans notre vie. Oui, mais là moi, la réaction immédiate que j'ai, c'est justement là, les auteurs de science-fiction ont toute leur place.
Parce que il y a des choses compliquées, effectivement, il y a un aspect technique, mais il y a aussi effectivement les idées à véhiculer, et les idées peuvent se véhiculer non seulement... Alors ça, je ne sais pas, je pense que là, il y a une discussion intéressante à avoir. Les idées peuvent se véhiculer par des équations, mais peuvent aussi se véhiculer par des mots. Par des métaphores. Par des métaphores. Et il me semble typiquement que tu en joues beaucoup, toi, Sylvie, dans tes ouvrages. En tout cas, moi, j'ai souvent l'impression, quand je te lis, pendant quelques minutes, j'ai l'image d'un personnage qui est possiblement un animal, et puis poum, 5 minutes après, je me rends compte que non, je m'étais complètement plantée, et que, ah bah non, c'était d'une jeune femme dont on parlait. Et quand on joue là-dessus, quand tu nous emmènes comme ça, typiquement là, tu m'obliges à m'ouvrir complètement et à changer complètement de point de vue. Et j'ai l'impression que ça, c'est aussi ce qu'on fait en science, et il y a un vrai écho entre les deux. Le changement de point de vue, en ce qui me concerne, c'est le point charnière du récit et celui qui lui donne sa signification. C'est le moment où tous les indices qu'on avait captés pour construire un certain sens s'assemblent tout d'un coup d'une manière un peu différente, parce qu'on a découvert qu'on était à une autre échelle que celle qu'on imaginait, ou qu'on était qu'un élément essentiel du contexte nous avait échappé jusqu'à présent. Et effectivement, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, j'y avais jamais réfléchi sous cet angle. Peut-être que les scientifiques se procurent le plaisir de la recherche, il est peut-être un peu là justement, dans le fait tout d'un coup de se poser les questions autrement. Et j'aime bien cette manière de poser le débat, parce que d'habitude on parle du rapport entre science et science-fiction d'une manière tout à fait différente. Et là, on est en train, il me semble, de mettre le doigt sur le fait que le plaisir de la science, c'est le plaisir du vertige, et que c'est peut-être dans la science-fiction qu'elle trouvera la manière de construire ces glissements qui sont très perturbants. Je vais réagir juste sur 2 points. Je reviens sur la question du changement d'échelle, parce que je suis moins persuadé que tu ne sembles l'être qu'il y a là quelque chose de nouveau. Après tout, la circonférence de la Terre, 40 000 km, ça fait quand même plus de 2000 ans qu'on la connaît. Et quand Ératosthène fait la mesure, il l'a fait en Égypte, entre Sienne et Assouan, il n'a aucune vue d'ensemble de la Terre. Aujourd'hui, nous avons tous vu des photos de la Terre, petite boule bleue dans l'espace. Quand j'étais gamin, personne ne les avait vues. C'est la nouvelle génération pour qui c'est une évidence totale. Bon, donc pendant 2000 ans, plus, l'humanité, ou tout au moins sa partie intéressée et savante, savait que la Terre était ronde, connaissait ses dimensions sans l'avoir jamais vue, perçue. De même, assez vite quand même, on a eu une idée des échelles astronomiques, on a su à quelle distance était la Lune, le Soleil, les étoiles, il a fallu attendre le 19e siècle. Mais disons que, à mon avis, le moment où se font les changements d'échelle et où on passe de l'échelle qui serait l'échelle commune, habituelle, celle de notre manipulation technique courante, à des échelles tout à fait différentes, c'est quand même à peu près contemporain du XVIIe siècle. L'invention du télescope, l'invention du microscope. Donc sur ce plan-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une nouveauté radicale. En revanche, là où il y a une nouveauté qui date essentiellement de la fin du 19e, début 20e, c'est l'idée qu'il vient un moment dans ces changements d'échelle où il faut changer aussi la représentation mentale que nous avons des objets. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire cesser de se représenter, par exemple, un atome ou un électron comme une petite bille, c'est-à-dire objet dont nous avons l'habitude à notre échelle. Essayer de forger des représentations mentales complètement différentes. Alors comment faire ? Évidemment, on peut se fier tout simplement aux équations que font les physiciens. Mais qu'est-ce qu'elles nous disent? Est-ce qu'elles nous parlent? Est-ce qu'elles nous donnent des images? Est-ce qu'elles nous donnent des représentations? Rien n'est moins sûr. Vous savez, moi je compare toujours l'utilisation par les physiciens des formalismes mathématiques à ce qui se passe quand vous voulez voyager loin. Si vous voulez aller, mettons, de Nantes à New York, vous ne pouvez pas y aller à la nage. Donc vous prenez un avion. C'est-à-dire que vous vous en remettez à une machinerie que vous ne contrôlez pas. Vous rentrez dans l'avion et vous le laissez transporter. L'utilisation aussi bien des appareils expérimentaux que des formalismes mathématiques par les physiciens, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se
on confie le transport à un certain nombre de mécanismes concrets ou abstraits. N'empêche que, exactement comme pour le voyage, le début et la fin de votre voyage, vous devez le faire à pied. Sinon, vous voyagez d'aéroport en aéroport, ça n'a aucun intérêt. Il faut bien que, en fait, vous allez de chez vous à chez un ami, et le début de votre voyage, vous vous levez, vous descendez à pied. Donc il y a une première démarche, une dernière démarche, dans laquelle il faut que vous quittiez le mode de transport mécanique, que ce soit celui du transport réel ou le transport de la pensée, pour essayer, si j'ose dire, de repenser à cerveau nu, sans l'appareillage qui est derrière. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Alors là, c'est là qu'on rejoint la question de la fiction, parce que avec quels outils pouvons-nous penser, en dehors des aspects techniques? Il n'y en a qu'un, c'est le langage. Il n'y en a qu'un. C'est la langue. La langue qui est la même pour tout le monde. Ne croyez pas que les scientifiques parlent une autre langue que les autres. Ils ont d'autres mots, ils ont un vocabulaire spécifique, mais ça c'est vrai de n'importe quelle profession. Si je vais chez mon boulanger ou chez le cordonnier, il utilisera des mots que je ne comprends absolument pas. Donc ça c'est pas grave. Mais la langue en tant que telle, son articulation, sa syntaxe, son mode de fonctionnement, c'est exactement la même. Et donc il y a la nécessité pour le scientifique, s'il veut commencer et finir son voyage de telle façon qu'il soit en état d'échanger avec les gens au milieu desquels il est, de travailler beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui sur les formes langagières. Et c'est là, effectivement, que la fiction, et pas seulement la science-fiction d'ailleurs, la fiction en général, la narration, la littérature, doit nous apporter beaucoup, ne fût-ce qu'en nous demandant, à nous scientifiques, d'être beaucoup plus attentifs aux mots que nous utilisons. Je fais une petite parenthèse, je ne vais pas être trop long, mais je fais un petit dégagement sur cette question du vocabulaire. Vous constaterez qu'au siècle dernier, les physiciens emploient des mots extrêmement savants. Ils parlent d'électromagnétisme, de thermodynamique, d'entropie, que sais-je encore, des mots forgés sur des racines gréco-latines. Bon, alors on leur a reproché, on leur a dit pourquoi vous utilisez des mots aussi compliqués que personne ne comprend. Ben, il y avait deux bonnes raisons quand même. La première, c'est qu'ils voulaient décrire des phénomènes nouveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui échappent à nos sens. Et donc, il n'est pas de mauvaise guerre à ce moment-là de tenter de forger des mots nouveaux pour décrire des réalités nouvelles. Le deuxième aspect un peu ironique de cette affaire, c'est que, au moins, si un mot comme thermodynamique ou électromagnétisme, si vous ne le comprenez pas, au moins vous ne le comprenez pas de travers. Contrairement à une bonne partie de la terminologie scientifique moderne, quand vous dites trou noir, Big Bang, supercorps, etc., les métaphores sont tellement grossières et tellement peu fidèles à la réalité qu'elles tentent de désigner, qu'elles engagent des représentations mentales beaucoup trop faciles et beaucoup trop pauvres. Donc il y a un vrai problème de langue que les scientifiques ont cru régler au cours des dernières années en allant chercher des mots dans la langue commune, histoire de dire, voilà, comme ça, la médiation sera plus facile, les journalistes vont s'emparer de ces termes-là, sans se rendre compte qu'en faisant ça, à certains égards, ils affaiblissent leur position, parce qu'ils rendent beaucoup moins pertinente la vraie difficulté qu'il y a à comprendre leur concept. Si ce ne sont que des trous noirs ou des supercorps, bon, ben, un trou, tout le monde sait ce que c'est, un bout de ficelle, tout le monde sait ce que c'est, ben oui, alors c'est pas la peine de faire de la science aussi sophistiquée, si c'est ça. Et donc, moi je crois qu'il y a là un vrai intérêt de jonction entre la science et la science-fiction, ou la fiction en sens général, qui est d'attirer l'attention sur les formes d'expression, sur la nécessité de parler tous la même langue pour pouvoir se comprendre. Oui, c'était un autre point sur lequel j'avais envie que l'on en discute un petit peu, c'était la distanciation qu'il y a entre le grand public dont nous faisons tous partie et les scientifiques de haut vol qui ont... Alors, j'avais pas vu ça en termes de mots, j'avais vu ça en termes de temps, en disant que nous, on avait au moins 20 ans de retard sur vous, quoi. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Je vais revenir sur le jeu sur les mots, effectivement.
Moi, quand je travaille avec mes enseignants, Bachar en parlait déjà hein, de ce problème, on a tendance, en tout cas mes étudiants, quand je leur pose une question, ont tendance à me répondre en utilisant un mot technique. Le mot pression, par exemple, est un mot magique. Qu'est-ce qui fait que c'est la pression? C'est à cause de la pression si on a ce phénomène ou celui-là. Et là, il suffit de les embêter un tout petit peu en disant « D'accord, vous m'utilisez un mot technique, moi je veux bien, pourquoi pas, mais c'est quoi la pression pour vous? Définissez-moi un peu ce mot-là. » Parce que, justement, ce que tu disais très bien en sciences, les mots ont un sens précis. Il y a même Léon Briouin qui s'amusait pas du tout, qui posait comme élément de base, et là on fait un petit écho avec la théorie de l'information, que la science commence là où les mots ont un sens fixé. Et ça, c'est une chose que beaucoup de jeunes, en tout cas que beaucoup d'étudiants qui n'ont pas l'habitude de la science, n'ont pas. Manipuler des mots sans les maîtriser, sans savoir ce qu'il y a derrière, c'est aller évidemment... Alors c'est évidemment aller à la facilité d'une certaine façon, puisqu'on a l'impression de se comprendre en utilisant un mot dont tout le monde a une vague idée, mais au final, si on creuse un petit peu, derrière, il n'y a rien. Derrière, on ne s'entend plus du tout parce qu'on n'est plus capable de communiquer sur autre chose que ce mot. Et une partie, moi, de mon travail, en tout cas en tant que formatrice des sciences, formatrice en sciences, c'est ça. C'est de pointer du doigt le sens des mots et puis leur donner du sens justement à ces mots par l'expérimentation typiquement, parce que là quand on a mis les mains dedans et qu'on a tous fait la même chose, il faut mettre des mots sur ce qu'on a fait, et là du coup ça prend du sens. Et puis aussi à partir de là les alerter sur le fait que quand eux vont enseigner à leurs petits, l'utilisation de mots entre guillemets avec un caractère magique, c'est complètement contre-productif. D'où ce dont on parlait au tout début, la démarche d'investigation, qui est une démarche où les enfants vont travailler ensemble, mettre les mains dedans ensemble. Hein. On parle de l'opération la main à la pâte, mais on est bien là-dedans. On met les mains ensemble, les mains dedans, pour faire ressortir un certain nombre de concepts sur lesquels ensuite on va mettre des mots, mais des mots qui seront partagés par tout le monde et dont le sens sera le même pour tout le monde. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important sur lequel jouent à la fois les auteurs et les scientifiques. Là, je suis vraiment obligée de réagir parce que ce que dit Estelle là est extrêmement troublant pour moi. Parce que je travaille en particulier sur les systèmes de connaissances, que le principe des systèmes experts ou des systèmes dans lesquels on enregistre des connaissances, c'est justement qu'elles correspondent à une terminologie figée, que tout le monde ait une définition commune de la signification précise qu'on associe à chacun des termes. Et une des grosses difficultés qu'on a avec les systèmes à base de connaissances, c'est qu'ils sont capables de dire des tas de choses qui ne font pas partie des connaissances de départ qu'on a injectées, mais qu'en fait, ils ne produisent jamais de nouvelles connaissances. Les connaissances déduites sont juste des connaissances qui n'avaient pas encore été exprimées, mais qui étaient potentiellement là. Et si on s'intéresse un peu à l'endroit où se joue la création et l'invention en termes de langage, qui est le matériau de notre pensée, donc c'est forcément par là que ça passe, on s'aperçoit, et en tant qu'auteur on est obligé de s'en apercevoir, que c'est justement sur l'ambiguïté et l'imprécision et le flou et les différentes interprétations que l'on peut faire selon les contextes que se joue tout ce qui est invention et création. Et c'est peut-être là une des raisons aussi du malaise ou des difficultés qu'on éprouve. On a une attente très paradoxale entre figer l'emploi des termes que l'on a besoin d'utiliser pour communiquer entre scientifiques et confronter, comparer, renouveler, rendre acceptables les démarches aux yeux d'une communauté. On ne fait jamais avancer la science tout seul, c'est la communauté qui valide. Et en même temps, si on fiche complètement, on n'invente plus rien. Comme je suis au milieu, je vais donner raison à mes deux collègues de chaque côté, parce que je crois qu'il n'y a pas contradiction. Il y a en fait, c'est la question de la langue en général qui se pose là. C'est pas spécialement le cas, uniquement le cas en sciences. Tous les mots que vous employez sont des mots qui ont une,
je dirais, une aire sémantique extrêmement large. Il y a très peu de mots qui n'ont qu'une seule signification. Cela dit, dans un certain contexte, leur signification se restreint. Si je dis, si on est en train de, je sais pas, de déjeuner à table et que je dis passe-moi le verre, bon, ben le verre, ça sera le verre qui est sur la table, il n'y aura aucune ambiguïté. Vous imaginez bien que dans un contexte tout à fait différent, le mot verre prendra un sens qui sera plus du tout le sens métaphorique du verre, etc. Donc là, je crois qu'on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que dans la pratique scientifique, il faut effectivement, là Estelle a tout à fait raison, que dans certains types d'échanges ou de travail, on sache effectivement de quoi on parle et que les mots aient une signification assez précise. Il n'empêche que on ne peut pas définitivement et irrémédiablement les réduire à cette signification-là. Tout mot transporte avec lui éternellement, si j'ose dire, et de plus en plus des associations de sens extrêmement larges. Et donc je crois que la difficulté, c'est d'arriver à garder en tête ces deux nécessités. L'utilisation d'un vocabulaire précis dans des contextes eux-mêmes bien spécifiques, et c'est vrai que si on parle de pression dans le cas de la physique, c'est pas un truc vague du genre appuyé. Si on parle de force dans le contexte de la physique, c'est pas être fort comme un turc, etc. Ça a un sens conceptuel très très précis. Il n'empêche que ce mot qui est pris dans la langue courante, il conserve toutes ces associations et que sorti d'un cadre spécifique, professionnel je dirais, ou en tout cas technique, il faut qu'il garde ces associations. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que peut-être d'autres possibilités d'imagination, d'élargissement se révéleront. Et donc, je donne aussi raison, ce point de vue-là, à Sylvie. Et je crois que c'est peut-être pas par hasard qu'on tourne autour de cette question de la langue, qui est probablement centrale. Et quand on parle de science-fiction, on est au cœur d'une question qui est linguistique. Et moi, je déplore que ces questions de langue ne soient pas suffisamment prises au sérieux de façon explicite dans les milieux scientifiques. Et moi, je pense que des formations scientifiques sérieuses, licence, maîtrise, etc., devraient comprendre, ben oui, des cours de linguistique, allons-y carrément, c'est-à-dire travailler, expliquer aux gens pourquoi on utilise tel ou tel mot, qu'est-ce que c'est qu'un mot, qu'est-ce que c'est qu'une aura sémantique autour d'un mot. Je pense que ça aurait beaucoup de vertus pour passer justement de ce que je donnais tout à l'heure comme un des points difficiles de la science aujourd'hui, passer de l'apprendre au comprendre. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu essayer de revenir sur la science aujourd'hui, qui est un peu le sujet de cette conférence. Est-ce que c'est un point qui est particulièrement aigu en ce moment, ce phénomène de langue, ou est-ce que ça a toujours été? Si je peux me permettre, je pense que ça l'est particulièrement parce que tous les scientifiques actuellement qui ont toujours le problème d'accéder aux travaux des autres scientifiques le font maintenant avec des ontologies, avec des métadonnées, que la grande question de l'accès à la science, sachant que le volume de travaux scientifiques accessibles devient considérable, c'est de savoir le repérer avec les descriptions de ressources numériques contemporaines qui se basent sur des langages formels qui sont beaucoup plus structurés que toutes les définitions, toutes les approches qu'on peut avoir de la langue quand on l'aborde par un biais purement sémantique, et que je pense que ce sera une des questions essentielles effectivement pour les futurs scientifiques. Les terminologies, les ontologies, les protocoles, la manière dont elles sont associées, on fait maintenant des méta-ontologies, et je crois que la question va devenir centrale. Donc... oui, je suis tout à fait d'accord, mais j'ajouterais qu'il y a un problème en amont de celui-là, qui est comment nous dépatouiller effectivement avec cette masse gigantesque et toujours croissante de données, d'informations. C'est un vrai problème, mais la question encore plus profonde, c'est qu'est-ce qui, dans cette masse gigantesque, est véritablement intéressant et pertinent. Et là, moi, mon impression, c'est qu'il n'y en a qu'une très faible partie. Vous savez, c'est comme l'histoire de la NSA récemment.
ils recueillent des millions et des millions d'informations, de mails. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qui, dans cette gigantesque masse, peut vraiment les intéresser? Les courriels que vous échangez avec vos amis, qu'est-ce qu'ils contiennent qui puisse intéresser la NSA? À mon avis, c'est un gros problème pour ceux qui recueillent ces gigantesques masses de données que d'arriver à les trier de telle façon à trouver l'aiguille au milieu de la botte de foin qui peut-être les concerne. Et alors il y a dans l'hyperproduction de la science contemporaine, qui est une hyperproduction qui est similaire à celle du marché des biens matériels, hein. Disons des quantités de choses qui sont destinées à disparaître très rapidement, à être remplacées par d'autres avant même qu'on ait su les utiliser. Je crois que dans la recherche scientifique, il en va de même. Et j'ai suffisamment de bouteilles d'expérience derrière moi pour, quand je prends une revue scientifique de très haut niveau, les meilleurs dans mon domaine, Physical Review, des choses de ce genre-là, d'il y a, mettons, 40 ans, que je regarde le sommaire, et que je me dis, mais qu'est-ce qui, dans les travaux que ces gens, mes collègues, moi-même, faisions il y a 40 ans, qu'est-ce qui reste intéressant aujourd'hui? Epsilon, très peu, très peu. Alors, ça ne veut pas dire que la majorité de ces travaux aient été inutiles. Peut-être qu'ils ont servi précisément à montrer que ce n'était pas dans cette direction-là qu'il fallait aller, que ce n'était pas la bonne façon de poser les problèmes, etc. Mais donc, ça veut vraiment dire que la masse de données pose des problèmes qui ne sont pas seulement des problèmes quantitatifs de traitement, mais des problèmes d'appréciation qualitative. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, bien sûr. Alors, dans mon domaine, on travaille, on essaie heureusement de pas nécessairement de mettre en place, mais au moins de comprendre. Il y a un domaine de recherche qui s'appelle la bibliométrie, qui correspond à la fabrication d'indicateurs qui permettent d'évaluer, par exemple, la production scientifique d'une équipe, le travail qui se fait dans un domaine, les collaborations qui se mettent en place. Tout se fait sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, c'est-à-dire qu'en gros, pour apprécier actuellement le travail d'un scientifique, on va comptabiliser le nombre de publications qu'il a dans des revues de rang A. Si on se met à parler de ce genre de choses, on va tous déprimer, on va vous faire déprimer. Moi personnellement, je suis extrêmement chagrinée par la tournure que prend la démarche systématique d'évaluation dans tous les domaines scientifiques. C'est sans doute pas l'objet du débat actuel. Moi personnellement, qui suis toujours optimiste, je pense qu'on en reviendra un jour, mais c'est pour répondre à Jean-Marc. Enfin, on est tous confrontés aux mêmes difficultés. On est de plus en plus noyés sous des travaux d'intérêts divers parce qu'en tant que scientifiques, nous sommes de plus en plus obligés de produire une quantité significative et comptabilisable de publications et en plus de plus en plus normées dans des supports qui ont des attentes de plus en plus précises. Donc, voilà, un système un petit peu contraignant. Mais depuis, je vais faire un aveu et Jean, tu me dis, tu es totalement hors sujet si vraiment je détourne le débat d'une manière qui ne convient à personne. Mais en vous écoutant, et j'adore ces discussions parce qu'elles nous font germer des tas d'idées dans la tête de tout le monde, j'avais envie de revenir non pas sur le vocabulaire, mais sur cette espèce de vertige que nous communique la science actuellement. Et je voulais dire que moi, il y a un vertige que j'ai ressenti en découvrant un certain nombre de travaux et qui me poursuit encore maintenant et qui, je pense, peut troubler aussi bien les scientifiques que les non-scientifiques. C'est très bête, c'est pas très récent, mais si je dis Heisenberg, je pense que tout le monde comprendra de quoi il est question. À un moment donné, la science qui, tu nous parlais d'une période où on était capable de réfléchir à une échelle bien supérieure que celle à laquelle nos sens nous donnent accès, à percevoir globalement ce qu'était la planète Terre, par exemple. On était dans une période où on avait une confiance en la science, au sens où on était sûr qu'elle était capable de nous parler du monde de manière quasi illimitée, c'est-à-dire que
qu'un jour on pourrait faire des observations sur cette planète Terre, et que si les modèles qu'on avait construits étaient suffisamment robustes, on savait qu'on découvrirait qu'elle serait ronde. Et à un moment donné, Heisenberg ou Gödel en mathématiques ou d'autres se sont mis à nous dire attendez, la science, il y a un moment où on peut déjà prévoir qu'elle ne pourra plus fabriquer totalement l'explication du monde et la construction de notre rapport au monde. Et moi, je trouve ça vertigineux. Vous savez, Heisenberg, en 2 mots, je ne veux pas être... je vais faire très simple et très rapide, mais le principe d'incertitude d'Heisenberg qui dit qu'on ne pourra jamais observer à la fois la position d'une particule et sa vitesse. On ne pourra pas, c'est pas la peine d'essayer. C'est extrêmement troublant que la science nous annonce ça. Ah, alors ça c'est intéressant parce que ça me permet vraiment, sur un exemple précis, de reprendre la question du débat sur ce qu'est la science moderne. Parce que ce que vient de dire Sylvie, l'énoncé qu'elle a donné du principe d'incertitude de Heisenberg, on ne peut pas mesurer avec une précision non bornée à la fois la position et la vitesse de l'électron. C'est effectivement l'énoncé standard qui remonte à Heisenberg lui-même et qui a été répété, qu'on trouve encore dans la plupart des livres de vulgarisation. Cet énoncé est erroné en fait. C'est une mauvaise façon de comprendre quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai, de valide, disons, à l'échelle où nous sommes, hein, de valide. Ça serait l'énoncé suivant. Un électron n'est pas un point matériel, il ne peut pas être correctement caractérisé par sa position et sa vitesse. Si j'essaye de le caractériser par sa position et sa vitesse, je tomberai sur un os, sur une limite, parce que j'essaye de le caractériser avec des concepts qui ne correspondent pas à sa nature. C'est un peu comme si je disais, hors métaphore, je sais pas moi, quelle est la couleur du son que j'émets en ce moment? Bon, ben, le mot couleur n'est pas adapté, sauf métaphoriquement, hein, n'est pas adapté à la description du son. Eh bien, les concepts de position et de vitesse ne sont pas adaptés à la description de l'électron. Et c'est si vrai que loin de signaler une déficience de la connaissance scientifique, loin d'être une incertitude, comme on le dit à tort, comme Heisenberg l'a dit à tort, hein, cela ouvre la porte à une meilleure compréhension de ce qu'est vraiment un électron. Et donc, il n'est pas vrai, comme on l'a dit pendant très longtemps, que ces découvertes, pas plus d'ailleurs le théorème de Gödel que le principe de Heisenberg, oppose une sorte de barrière infranchissable à notre connaissance. Au contraire, ils nous disent, si tu persistes à essayer d'aller dans cette direction-là, tu vas tomber sur un os. Il faut que tu changes de direction, il faut que tu changes de point de vue, et là, tu peux progresser. Et effectivement, on a vu dans les dernières années, alors là, pour le coup, ça serait quelque chose de vraiment nouveau et intéressant, la théorie quantique qui jusqu'à présent était essentiellement théorique, conceptuelle, spéculative, nous permettre maintenant d'accéder et de manipuler les objets à l'échelle individuelle, chose que Heisenberg lui-même croyait impossible d'une certaine façon. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça rejoint la question que je posais au début, c'est-à-dire que nous n'avions pas vraiment compris ce que nous avions appris avec le principe de Heisenberg. Que Heisenberg ne l'ait pas compris, ça c'est normal. Aucun découvreur, aucun créateur ne comprend vraiment ce qu'il fait. Hein. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Il l'a vu de loin. Bon. Et les grands découvreurs, c'est pareil. Évidemment, ils arrivent dans un champ nouveau, armés d'idées anciennes. Comment voulez-vous qu'ils sachent tout de suite où ils sont? Christophe Colomb, pour reprendre une autre analogie, n'a jamais compris qu'il était arrivé en Amérique. Bon. Donc que les découvreurs, les Bohr, les Heisenberg, etc., n'aient pas vraiment compris ce qu'ils faisaient eux-mêmes, c'est pas étonnant. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'il nous ait fallu presque un siècle pour arriver à enfin commencer à comprendre ce qu'ils avaient fait. Et donc là, il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire que persiste dans les représentations, et qui ont témoigné localement à l'instant, persiste dans les représentations d'une physique prétendue moderne, des façons, au contraire, archaïques de se les représenter. Et ça veut dire, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qu'à certains égards, la physique la plus moderne est en retard sur elle-même. Ça
pose un problème pédagogique. Oui, tout à fait. Moi, j'allais dire, la plupart de mes étudiants sont, si pas aristotéliciens, coperniciens, mais certainement pas relativistes au sens où les physiciens l'entendent en tout cas. Et ce qui est intéressant là également, c'est il faut du temps pour que les idées soient intégrées. Alors la question après, c'est une fois qu'on a passé le cap, une fois qu'on ne pense plus typiquement l'électron en termes de position et de vitesse comme un point, les gens les physiciens, ou peut-être plus tard le grand public, qui a intégré cette nouvelle vision, est-ce qu'il est utile ou pas qu'ils aient souvenir de l'ancienne? Je pense évidemment à la no-diversité. C'est une question? Oui, bah, oui. C'est une question, oui. Non, mais la réponse est oui. C'est-à-dire que je crois que en science comme dans tout autre domaine, même quand nous faisons une révolution, une rupture, un changement radical, il ne faut jamais oublier le passé. Nous vivons en République, c'est pas pour autant qu'il faut oublier les siècles pendant lesquels nous avons vécu en royauté, sinon nous ne comprendrions même plus ce qu'a été la révolution de 89 et pourquoi nous vivons aujourd'hui dans un autre régime. Donc l'histoire me paraît jouer un rôle absolument capital, et c'est pour ça que là aussi, je disais qu'une formation scientifique de bon niveau aujourd'hui devrait comprendre un rapport à la langue beaucoup plus explicite, mais un rapport à l'histoire aussi beaucoup plus explicite. Vous savez, c'est quand même très curieux de constater que la science est un des seuls domaines de l'activité humaine qui ferme les yeux sur son histoire. Elle garde les noms, hein, on dit théorème de Pythagore ou principe de Heisenberg, mais on ne va jamais regarder de près. C'est un peu comme si, dans le domaine de la littérature, on ne lisait que les livres parus dans les 10 dernières années, ou que si, dans les concerts, on ne jouait que la musique des compositeurs contemporains. Ça Pour serait la évidemment une littérature, c'est absurdité. peut-être un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, pas trop en France, mais ça fait partie des questions qu'on se pose sur la science-fiction américaine. Oui, non, mais c'est effectivement une question culturelle, c'est-à-dire la pression du marché qui remplace à tour de bras les derniers produits par des nouveaux. Et ma crainte, c'est qu'il en aille un jour de la science comme il en va, je ne sais pas, de l'iPhone. Vous n'avez même pas eu le temps d'acheter le 5 que le 6 est en train de sortir, etc. C'est formidable, on vous écouterait pendant des heures. Je vois que l'heure tourne, on approche bientôt de la fin, et vous avez extraordinairement bien discuté, mais je vous propose de donner un petit peu la parole au public et de laisser le public vous interroger tous les trois. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Normalement, il y a un micro qui doit traîner. C'est possible. Merci. Bonjour. L'expression printemps des sciences, moi ça m'appelle un petit peu la question de savoir si on n'est pas en un certain sens dans le contraire. Et je voudrais vraiment savoir ce qu'en pensent les intervenants. Vous voyez, il y a eu une période, la première moitié du XXe siècle, disons 1900 à 1955, de la structure de la matière atomique jusqu'à l'ADN. Série de révolutions scientifiques qui bouleversent absolument tout, extraordinaire. Et puis, on a un peu l'impression que depuis lors, il y a beaucoup de belles avancées scientifiques, mais on ne joue plus dans la même catégorie. Que du point de vue de la science fondamentale, des compréhensions fondamentales, on dirait qu'on est dans la catégorie en dessous, et que pendant ce temps-là, nous vivons un été des techniques qui est l'exploitation technologique des grandes révolutions faites à cette époque, l'énergie atomique, l'ordinateur, l'électronique, l'industrie chimique, les biotechnologies, la médecine moderne, blablabla. Alors on peut se demander si on ne vit pas un été des techniques et en un certain sens un automne des sciences, au sens où peut-être il faudra attendre une nouvelle série de révolutions tout aussi fondamentales qui nous mèneront vers de tout autres horizons. Moi, je ne peux qu'être absolument d'accord avec ce que vous venez de dire.
Je crois effectivement, mais je veux juste paraphraser ce que vous avez fort bien dit, les grandes ruptures scientifiques auxquelles nous avons fait allusion, la théorie quantique, la relativité, etc., et même en biologie, la découverte du gène, tout ça date pour l'essentiel de la première moitié du XXe siècle. Vous avez absolument raison. Dans la seconde moitié du XXe siècle, on a extraordinairement perfectionné toutes ces avancées, mais sans qu'elles soient radicalement modifiées. Il n'y a pas eu de changement de paradigme, pour parler comme Thomas Kuhn. Donc nous n'avons fait que approfondir, prolonger, perfectionner ce que nous avions appris. Et de ce point de vue-là, effectivement, le printemps, c'était cette première moitié du XXe siècle. Je partage aussi tout à fait votre point de vue sur le fait qu'aujourd'hui, c'est l'été des techniques qui utilisent ces avancées. Mais toutes ces techniques que nous avons dans nos portables et autres, le laser, etc., sont fondées sur des découvertes qui ont bientôt un siècle. Donc ce n'est pas de la science contemporaine, c'est de la science relativement ancienne qui a été maintenant récupérée, investie dans la technique. Là où le problème devient très aigu, c'est que cette efficacité extraordinaire de la science fondamentale est en train de se retourner contre elle-même. C'est-à-dire qu'elle a produit tellement d'avancées technologiques, donc industrielles, donc commerciales, qu'on lui en demande toujours plus et qu'on lui assigne des tâches à court terme. Et donc, de ce point de vue-là, comme vous le disiez justement, les avancées vraiment fondamentales, radicales, nouvelles, il n'y en a pas tellement, et en plus elles sont rendues plus difficiles par la pression qui s'exerce sur les chercheurs, pression de compétitivité, pression de productivité, etc., qui rend très difficile les avancées spéculatives sur le long terme. Donc moi personnellement, je pense effectivement qu'aujourd'hui nous sommes plutôt dans une sorte d'automne, et malheureusement je crois qu'après l'automne c'est l'hiver, que le printemps il faut attendre plus longtemps. Je crois qu'Estelle et moi on va avoir envie de réagir. L'été des techniques, oui, on est tous d'accord, mais il ne faut pas oublier que les sciences et les techniques n'ont pas la même temporalité, et je ne crois pas que la temporalité de la science ait changé. La science fondamentale est quelque chose qui, par rapport à nos attentes actuelles, reste extrêmement lent. Et alors que la temporalité des techniques, elle, est en train d'accélérer d'une manière tellement fulgurante qu'on n'a plus le temps de les voir arriver, on n'a plus le temps de les attendre, elles sont déjà là. On a déjà des gens qui travaillent sur la régression de cellules au stade de cellules souches, alors qu'il y a 10 ans, pour les non-spécialistes du domaine, ça paraissait de la pure science-fiction. Il se passe des choses toutes les semaines. Du coup, on a peut-être tendance à attendre de la science qu'elle avance aussi vite que la technique. Mais non, c'est pas les mêmes échelles, c'est pas les mêmes modes de pensée. Moi, je suis d'accord avec l'été des techniques, mais je continue à penser au printemps des sciences, mais lente. Je ne vais pas rajouter par rapport à ces deux commentaires brillants. Je pense qu'il y avait une dernière question. Oui, j'ai peut-être juste une très brève remarque, je ne vais pas monopoliser le micro, mais sur ce que vient de dire Sylvie. Cette temporalité accélérée des techniques, c'est quelque chose de neuf. Pendant des millénaires, la technique a été extrêmement lente. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les techniques progressent sur un rythme qui est bien plus lent que celui du renouvellement des générations. Donc ça ne fait qu'à peine plus d'un siècle que nous vivons dans ce temps des techniques accélérées. Mais ce qui est accéléré, ce qui accélère les techniques, ce n'est pas la technique en elle-même, c'est sa marchandisation. C'est le système industriel, commercial, marchand dans lequel nous vivons qui impose ce rythme aux techniques. Ce n'est pas consubstantiel de la technique. Est-ce que nous avons besoin véritablement, nous, individus, d'avoir un iPhone 7 l'an prochain? Non, mais il y a des gens qui ont besoin de nous le vendre. Peut-être qu'il y a un problème de défi aussi. Suivant les défis qu'on se lance, on va injecter plus ou moins de moyens dans une direction scientifique ou dans une autre. Et peut-être que les directions actuellement sont très liées à la technique d'utilisation, je dirais, des découvertes scientifiques du siècle passé. Peut-être qu'on va finir par épuiser ça et que là, il va y avoir une nouvelle demande
de découverte scientifique, qui sait. Oh, il y a une dame qui attend. Bonjour. Je voudrais revenir sur l'évaluation bibliométrique. Vous avez parlé d'évaluation qualitative. Alors, je voudrais savoir comment un logiciel peut évaluer quantitativement une citation pertinente d'une citation non pertinente, une citation de complaisance d'une citation qui n'est pas de complaisance, et tout simplement une vraie citation. Et de façon corollaire, pourquoi est-ce que les scientifiques ne se rebiffent pas contre cette évaluation ? Alors, c'est deux questions très intéressantes. Alors, d'abord, on n'évalue pas la pertinence d'une citation, mais simplement la validité que l'on accorde au support dans lequel se trouve le travail. Donc, ce sont globalement les revues qu'on évalue en fonction de leur audience au sein de la communauté scientifique, en gros, c'est-à-dire sur la base du nombre de citations qui ont été faites, des articles qu'elle a déjà publiés par le passé. Donc, déjà, il ne faut pas perdre de vue qu'on n'évalue jamais l'intérêt d'un article. C'est seulement l'endroit où on a pu le publier. Et la deuxième partie de votre question, qui était très intéressante aussi, c'était... Ah oui, pourquoi les scientifiques ne se révoltent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. À mon avis, c'est exactement comme le principe de la démocratie, auquel je pense que nous sommes tous très attachés, en sachant qu'il a de très nombreux défauts, mais on n'a pas trouvé mieux. Et je pense qu'on n'est pas prêt de trouver mieux, mais maintenant, je pense que on n'a pas trouvé mieux pour évaluer. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-il nécessaire d'évaluer tout le temps? C'est ça la vraie question. Donc là encore, on essaie peut-être de trouver des questions, des réponses à des questions qui sont mal posées. Et je pense que nous, chercheurs, ne devrions pas être astreints à produire de manière continue. C'est un système absolument pervers qui se met en place. Mais d'autre part, il y a un contexte économique. La recherche publique étant de moins en moins financée, il faut la financer par des réponses à des appels d'offres. Il faut donc construire en général de manière rapide des propositions dans un cadre qui nous est soumis, dans lequel nous demandons des moyens, c'est-à-dire qu'il faut anticiper sur la manière dont on va travailler, bien longtemps avant d'avoir commencé à le faire, et en expliquant ce qu'on fera si on nous donne des moyens, ce qu'on fera éventuellement si on nous en donne un petit peu moins, le tout pour arriver à obtenir quelques moyens dont il faudra expliquer comment on a employé les ressources qu'on nous a données, enfin bon. Mais on ne sait pas faire, on ne sait pas tellement faire mieux. Ben, comme vous voyez, le climat se détériore. Hein. C'est vraiment l'automne. Hein. Donc, du point de vue de la question... Il y a les utopiales quand même. La question de l'évaluation, effectivement, elle est cruciale. Mais je crois que le système est en train d'atteindre un niveau d'aberration tel qu'il est en train quasiment de pourrir sur pied. Et qui ne peut pas persister comme ça pendant longtemps. Parce qu'à quoi assiste-t-on, entre autres? Alors évidemment, si vous êtes un chercheur extrêmement ambitieux, il faut que vous publiez dans les meilleures revues, Science, Nature ou Physical Review, et des choses de ce genre-là. C'est réservé à une minorité, le taux de réjection est énorme. Il y a 10% des articles proposés à ces revues qui seront publiés, effectivement. Qu'est-ce que vous faites quand votre article est refusé? Là, vous le proposez à une revue d'un peu moins bon niveau. Si elle refuse, encore un peu moins bon niveau, etc. Et puisqu'il faut absolument finir par être publié, vous voyez aujourd'hui se multiplier des revues de 4e ordre, gérées par des maisons d'édition basées en général à Singapour ou dans des endroits de ce genre-là, où vous pouvez publier des articles quasiment bidons. Il y a plusieurs scandales récents qui le montrent. Ce qui veut dire que ce système de publication est en train de complètement perdre sa pertinence. Par quoi il sera remplacé, je n'en sais encore rien, mais manifestement, ça ne peut pas durer très longtemps comme ça. Bien. Écoutez, on m'a fait signe qu'il fallait que nous arrêtions, mais sur la place à la prochaine conférence. Merci énormément d'avoir été là, tous les trois. Merci au public. Bonne continuation.